Alors, imaginez un peu ça. Une industrie qu'on pourrait croire au bord du gouffre, mais qui en même temps détient peut-être une des clés de notre avenir énergétique. C'est tout le paradoxe de la construction de centrales nucléaires. Aujourd'hui, on va décortiquer comment ces géants industriels ont réussi à survivre, presque en mode hibernation stratégique. La question de départ, elle est vraiment contre-intuitive. Comment est-ce qu'un secteur peut sembler complètement dépassé, en plein déclin, et en même temps porter en lui une promesse immense pour le futur? C'est le casse-tête quotidien des constructeurs de centrales nucléaires. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut voir les deux facettes de la médaille. D'un côté, il y a le déclin, c'est indéniable. Des catastrophes comme Tchernobyl ont littéralement glacé le marché. Et de l'autre, il y a le potentiel, une source d'énergie massive, pilotable, et qui, surtout, n'émet pas de gaz à effet de serre. Et ce potentiel, il est juste énorme. On parle de répondre à la demande énergétique mondiale, qui explose, mais on parle aussi d'autres choses, peut-être de moins évident, le dessalement de l'eau. Imaginez des régions entières, comme en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, où l'eau douce est un enjeu vital. Le nucléaire pourrait y alimenter des usines de dessalement gigantesques. Ok, donc si le potentiel est là, pourquoi ce déclin? Pour analyser ça, les stratèges utilisent souvent un outil qu'on appelle la courbe en S. C'est un modèle assez classique qui montre le cycle de vie d'une technologie. Ça démarre doucement, puis ça accélère très fort, et enfin, ça atteint un plateau de performance. Et quand on applique ça au nucléaire, l'image est frappante. On voit bien la puissance des réacteurs qui grimpent en flèche dans les années 60-70, et puis, pouf, le plateau. À première vue, on se dit, ok, la technologie a fait son temps, elle atteint ses limites physiques. Mais, et c'est là que tout devient vraiment intéressant, cette analyse, elle passe à côté de l'essentiel. Parce que cette histoire, ce n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est avant tout une histoire politique. En fait, ce ne sont pas les ingénieurs qui ont appuyé sur le frein, ce sont les gouvernements. Des moratoires, des réglementations de plus en plus lourdes qui ont fait exploser les coûts, des arrêts brutaux de la recherche sur des technologies prometteuses. Bref, ce sont des décisions politiques qui ont mis un coup d'arrêt à l'innovation. Et ça fausse complètement les analyses stratégiques classiques. Du coup, si on ne peut pas se fier aux tendances du marché pour comprendre ce qui se passe, il faut changer de perspective. Il faut arrêter de regarder l'extérieur et commencer à regarder à l'intérieur même des entreprises. Quels sont leurs atouts cachés? Et ça nous amène à une autre manière de penser la stratégie qu'on appelle l'approche par les ressources. L'idée est simple. La vraie force d'une entreprise, son avantage sur le long terme, ça ne vient pas de sa position sur le marché, mais de ses compétences internes, de ce qu'elle sait faire et que les autres ne savent pas faire. C'est une citation célèbre qui résume tout. Il faut voir ces entreprises non pas comme des portefeuilles de business en déclin, mais comme des portefeuilles de compétences. Des géants en hibernation, qui possèdent un savoir-faire incroyablement précieux et quasiment impossible à copier. D'accord, mais de quelles compétences parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'il faut absolument préserver? On peut en identifier 3 qui sont vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. Premièrement, une maîtrise scientifique de pointe. On parle de physique nucléaire, de chimie des matériaux. C'est du très très haut niveau. Deuxièmement, une culture de la gestion du risque qui est sans équivalent dans le monde. La sécurité est une obsession absolue. Et troisièmement, une capacité à gérer des projets épiques, des chantiers d'une complexité et d'une taille qui donnent le vertige. Pour se rendre compte de l'échelle, tenez-vous bien. La construction d'une seule centrale, c'est en moyenne 7 ans de travail. Au plus fort du chantier, ça peut mobiliser jusqu'à 500-500 personnes sur un seul et même site. Et au total, pour une centrale moderne, on parle d'un investissement qui peut dépasser les 17 millions d'heures de travail humain. C'est tout simplement colossal. Gérer ça, c'est une compétence en soi. Le défi devient alors très clair. Comment est-ce qu'on fait pour garder ces compétences vivantes, pour ne pas perdre ce savoir-faire, quand le marché principal, la construction de nouvelles centrales, est à l'arrêt? La réponse est presque un dicton. Utilise-les ou tu les perdras. Une première partie de la stratégie a été la consolidation. En gros, se regrouper pour être plus fort. Les grands acteurs ont fusionné leurs activités pour créer des champions nationaux ou européens et surtout pour mutualiser leurs connaissances et éviter que ce savoir-faire critique ne s'évapore. Mais la stratégie la plus fine, c'est de trouver de nouveaux terrains de jeu pour continuer à exercer ces fameuses compétences. Ça peut vouloir dire construire quelques centrales, même si ce n'est pas très rentable, juste pour maintenir les équipes à niveau. Ça veut dire aussi se diversifier dans les services, comme la maintenance des centrales existantes. Et puis, appliquer cette expertise incroyable en gestion de projet à d'autres secteurs. Et c'est ça, la clé de tout. C'est ce que dit cette citation. Un actif physique, une machine, ça s'use. Une compétence, c'est l'inverse. Plus on l'utilise, plus on la partage et plus elle devient forte. C'est comme un muscle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui, je trouve, est fascinante et dépasse de loin le seul cas du nucléaire.
Pour n'importe quelle industrie qui fait face à un futur incertain, à un marché qui disparaît, quelles sont les compétences fondamentales, le savoir-faire unique qu'il faut absolument se battre pour préserver, coûte que coûte, en attendant des jours meilleurs?